vie de réfugié, déjà avant de s'y mettre, étant qu'un réfugié, il faut avoir la patience. À Koita, on est resté quelques nuits pour se reposer plutôt, pour se préparer pour le début du cauchemar de voyage. On se sentait pas libre, toujours on avait une peur qui nous revenait tout le temps. Souvent, on devait marcher les nuits pour traverser les montagnes ou bien les déserts. Du Pakistan vers l'Iran, il n'y a que des déserts. Souvent, on était logé dans les montagnes pour se cacher. Je me posais contre une rocher, une pierre, comme ça, et je dormais comme ça. Moi, je me réveillais, oui, j'ai senti quelque chose. J'ouvre les yeux, je vois la magnifique image de la lune. Et ensuite, à côté, je me suis pas rendu d'abord compte qu'il y a un loup. Il n'y avait pas qu'un. Il y avait tout autour de nous, il y avait des loups. Donc, on était encerclés par des loups. Alors, j'ai crié et j'ai réveillé les gens pour chasser les loups. Moi, j'avais 13 ans. En fait, je vivais deux vies. D'abord, je vivais une vie enfance, mais une autre vie que j'ai appris avec la situation, c'était une vie adulte. J'ai toujours pas la réponse, mais je me demandais souvent pourquoi il faut quitter son domicile, son pays, ses amis et aller ailleurs. Bon, on a dit qu'on part d'Istanbul. On est parti vers une île turque. Donc on s'approchait à la frontière, à la côte turque, sur le point de départ, de vrai départ, parce que ça c'était juste le déplacement sur terre, mais le vrai départ était la mer. Il n'y avait pas qu'un passeur ou deux passeurs, il y avait au moins 20 passeurs. Ils nous entouraient, pas que quelqu'un s'échappe, parce que chacun compte pour eux, chacun c'est des sous. Donc on nous a distribué des gilets de sauvetage avec rien. Les bateaux gonflables, je vois maintenant la mer, je me trouve face à la mer, le danger, mourir ou réussir, arriver là-bas, c'était un enjeu. On est parti vers 2 heures. Ça a pris le temps vraiment de charger les gens, de les calmer. Il y avait des familles qui pleuraient, il y avait des femmes qui pleuraient. Il n'y avait pas que des hommes, il y avait des femmes, il y avait comme ma famille, où il y avait des enfants. Donc chacun, les enfants crient, pleurent. Donc, et à chaque fois, le pasteur me dit d'une voix assez méchante, il dit, dis-leur de se calmer. Alors, moi je disais, écoutez, si vous voulez vraiment passer, alors il faut être calme, parce que pas qu'on soit remarqué par les gendarmes turcs. On part tout doucement. Déjà, il y a une vague qui nous fait sauter en air. Et là, j'ai senti vraiment la force de la mer. J'ai dit, bon, non, c'est pas facile. Moi, je pensais que ça va aller tout doucement, tout tranquille, mais c'était pas facile. J'étais assis de sorte que je puisse entendre ce que l'autre passeur du bateau, de l'autre bateau, dit, afin que je puisse traduire donc à tout le monde. Moi, je traduisais, ils étaient très contents que voilà, ils ont trouvé un traducteur même dans l'eau.
Tout le monde pleurait. Et moi, je disais, écoutez, ne pleurez pas, faites quelque chose. Comme ça. Heureusement, on est arrivé. Et quand je suis monté près des camions, là, j'ai remarqué que j'ai pas mes parents. Alors là, on m'a forcé de rentrer dans un camion. Mais moi, je voulais pas. On m'a frappé. Moi, je disais mes parents. Où sont mes parents? Alors, on m'a frappé. Alors, on m'a mis dans ce camion pour me cacher. On est comme des marchandises. Alors, on n'écoute pas la marchandise. On est traité comme les animaux ou d'autres choses. Même si on crie, personne ne va respecter ou écouter. À mon avis, si les clandestins se noient dans la mer, c'est vrai que c'est la faute des passeurs parce que plus ils chargent dans le bateau, plus ils gagnent d'argent. Du point de vue général, si on voit, c'est pas vraiment de leur faute. En fait, faute des situations, faute des pays, faute de guerre, les pays qui sont en misère, en guerre, faute d'économie. Donc, ce sont les gens sont obligés. L'immigration existe depuis l'existence des êtres humains. Comme il y avait beaucoup de contrôle, donc ils nous ont déchargés du camion, les passeurs. En tout cas, il m'a acheté un billet de train. Il m'a dit, voilà, maintenant, tu verras ton aventure. Donc, c'était pour la première fois que j'ai vu le train, que j'ai pris un très, très joli train. Donc, le toit en verre. D'un coup, j'ai vraiment oublié que je suis clandestin. Je suis quelqu'un qui se cache de l'autorité et qui essaie de passer. Je ne savais pas que c'était Monaco, donc j'ai franchi la frontière et tout à coup je me trouve dans un autre pays. Après premier ou deuxième arrêt, il y avait des policiers qui contrôlaient. Quand je suis descendu, il y avait d'autres gens également arrêtés là-bas. On m'a conduit dans un commissariat de la police qui se trouvait sur une colline, plutôt une très belle région. Je suis allé, on m'a mis dans une prison en verre de nouveau. Et tout à coup, j'avais une belle vue sur la mer. De la prison, ils nous ont conduits encore une fois à la frontière. Le policier, il a pris un bois. Alors, il a tracé une ligne. Il a dit, ce côté, c'est l'Italie. Et ce côté, c'est nous. Alors, vous devez aller vers l'Italie. Là, bien sûr qu'on m'a reconnu. J'ai été de nouveau récupéré par les passeurs. Et on m'a rechargé de nouveau dans un camion. Et voilà, le cauchemar, la boîte, de nouveau, la même chose. L'autoroute, pendant des heures et des heures, enfermé dans une boîte. Dans une journée, on peut vraiment vivre une vie. Dès mon arrivée à la gare de Luxembourg, j'avais aucune idée. Je pensais que je me trouve à Londres. Mais en sortant de cette gare, en voyant les gens parler une autre langue, dans les langues différentes, j'ai dit non, je ne suis pas à Londres. Ça ne me semble pas Londres.
Et voilà, tout était normal. J'essayais d'être normal, donc de ne pas trop montrer aux gens, voilà. Et puis, c'est vrai que je voulais pas non plus ici montrer aux autres jeunes que j'ai pas des parents ici. J'ai pas mes parents. Parce qu'à chaque fois, on me jugeait tout de suite que, ah, voilà, ce garçon, il vit dans un foyer. Si on me pose la question, est-ce que je suis prêt de retourner dans mon pays? Ça, je dis non, bien sûr, parce que euh, j'ai trouvé une place ici dans la société. Je me suis adapté plutôt. Je m'appelle Younous. J'ai 20 ans pour le moment. Je suis toujours à l'école. Actuellement, je suis dans une classe sociologie, donc 12e sociologie. Je vise à aller à l'université, faire les études plutôt, avec un peu de chance. J'avais 12 ans, oui. J'avais 12 ans. Mon premier souvenir, c'était les murs qui étaient écrits. Il y avait des mots qui étaient écrits, genre ou Bachar al-Assad, ou on tue tout le monde, ou bien on était 24 millions. On n'a pas de problème qu'il y aura 10 millions qui vont partir, qui vont être morts. Après les inscriptions sur les murs, il y avait les manifestations qui ont commencé à sortir. Et c'est là où j'ai demandé à mon père d'aller avec lui. Ce jour-là, je me rappelle très bien qu'on était derrière une voiture, enfin en dessous presque d'une voiture pour des heures. Je me souviens très bien de l'utilisation des armes chimiques parce que à l'époque, j'étais encore là. Après, les gens courent et ils tombent, courent et ils tombent. Et les enfants qui dormaient dans leur maison pour aller le matin aller à l'école, ils ne se réveillaient pas parce qu'ils étaient déjà morts. Il y avait beaucoup de, des morts, mais mes parents ne voulaient pas qu'on allait à l'école, mais parce que pour nous, c'est la seule chose qu'on devait faire, c'est aller étudier. Et bon, on est allé. Et avant que je sorte de ma école, en 5 minutes, je me rappelle qu'ils ont dit de rester un peu parce qu'il y avait dehors des problèmes. Je suis sûre que si on n'avait pas resté dans l'école, on serait déjà tous morts. Moi, avec mon frère, avec tous les gens qui étaient dans mon école. Quand on est sorti, on a entendu des gens crier. Ils disaient qu'il y a du sang partout, n'allez pas, il y a du sang partout et c'est horrible. Il y a des filles, des garçons, des petits-enfants partout et que ça fait vraiment mal quand on le voit. Et car c'était le début de la guerre, personne ne croyait pas qu'on pouvait tuer un enfant. Ce jour-là, je me rappelle très bien, il y avait 4 de mes amis qui étaient morts. Et on est allé chaque jour après ce jour-là à l'école. Quand même, chaque jour, on avait plus peur. Chaque jour, c'était plus horrible que l'autre. Chaque jour, il y avait plus de sang, plus de morts,
plus de tout, c'était horrible. C'était comme regarder un film d'horreur, mais d'être dedans. Les rues qui étaient très propres, ils étaient rouges maintenant. Ciel qui était bleu, elle était gris. Mes amis qui sont à la guerre, ils me disent qu'ils ne veulent pas partir parce qu'ils veulent vivre ces moments difficiles avec tout le monde, qu'ils sont déjà habitués, qu'ils sont très tristes et que leur tristesse, elle est comme ça forte qu'eux, ils la sentent plus. C'est comme s'ils peuvent plus sentir rien. C'est comme s'ils n'ont plus de sentiments, mais qu'ils vont toujours à l'école et que tout ce qu'ils veulent, c'est d'étudier plus qu'avant parce que maintenant, ils savent que s'ils vont mourir, et ils vont mourir, ils me disent toujours qu'ils vont mourir, que comme ça, ils vont mourir avec d'éducation, ils ne vont pas mourir des bêtes. Il y avait un jour quand la police ils sont venus chez nous à la maison et c'était mon père il a disparu pour 3 mois et demi. C'était au milieu de 3 heures la nuit, quelque chose comme ça, oui, 3 heures la nuit. Et c'était dimanche. Il frappait très fort sur notre porte. Et ma mère, elle a dit, personne ne bouge pas. C'est comme s'ils savaient ce qui va se passer. Et ils ont dit, si vous ouvrez pas la porte, on va la casser. Et ma mère, elle a ouvert la porte. Et lui, il y avait 4 hommes, des grands, forts hommes comme ça de police qui sont entrés. Il y avait le commissaire avec eux. Eux, ils ont commencé à casser tout ce qu'on a. Ils avaient des verres sur la table et ils ont jeté tout. Et ils ont commencé à crier « Il est où? Il est où ?» Et moi j'ai attendu ça. Et j'ai pris mon frère dans mes mains et j'ai dit à lui « On va rien dire jusqu'à que maman elle va nous dire de sortir. » J'ai pas encore fini de parler, de dire ça. Et j'ai vu la porte qui était cassée de ma chambre. Et ils sont entrés et mon frère, il a commencé à pleurer. Et ils ont dit, ah, et vous avez des enfants aussi. Il m'a pris, il a dit, votre fille, elle sera plus vierge. Et ma mère, savait pas quoi faire parce que on peut pas parler comme ça avec une fille qui a 13 ans. Et moi, je comprenais même pas qu'est-ce que ça veut dire vierge. Et ma mère, elle pouvait plus prendre ce qu'il disait. Elle a pris une vase qui était tout à côté de elle et elle a frappé le commissaire sur sa tête. Elle a dit à lui, personne ne pourra jamais toucher ma fille. On est sortis au milieu de la nuit, moi, mon frère et ma mère. Et on a vu qu'il y avait la voiture de l'ami de mon frère, de mon père qui nous attendait. Après d'être dans la voiture pour 4-5 heures, on est arrivé dans la ville où il y avait mon père. Il était dans une ville musulmane au milieu de la Syrie. Il y avait seulement des gens comme Daesh, des islamistes, des gens comme ça. Et lui, il avait une barbe qui était... c'était bien qu'elle n'était pas vraie, c'était une fausse barbe, seulement pour faire comme si on était comme eux. Il est entré dans notre voiture et moi, je ne le connaissais pas pour la première fois. Je me suis demandé c'est qui ce monsieur. Après, il nous a donné des écharpes à moi et ma mère pour qu'on les mise et qu'on sort pour que personne ne reconnaisse pas. Donc, on est attendu jusqu'à la nuit du deuxième jour. Et mon père, il nous a réveillés au milieu de la nuit et il nous a dit qu'il y a une camionnette qui nous attend à 1 kilomètre. On doit marcher à 1 kilomètre, après on va entrer dans cette camionnette. J'étais choquée, j'avais peur, je savais pas ce qui se passe, j'étais pas sûre je suis où, j'étais pas sûre si ce que mon père fait, c'est le bon choix. Le trajet a duré, oui, presque 8 jours, 7 jours et 12 heures. On est parti de la Syrie et on est arrivé aux frontières le Luxembourg et la France, entre la France et le Luxembourg.
mon père m'a raconté qu'il y avait 3 camions derrière nous. Celui qui était vraiment derrière nous, les gens, ils étaient morts dans le camion parce qu'ils n'avaient pas assez l'air. Nous, on était 15, eux, ils étaient 25. Après avoir dormi beaucoup, des jours, ils m'ont réveillé et ils ont dit qu'on sort ici. Et moi, je ne savais pas on sort où. Et mon père, il a dit, c'est la France, on doit marcher un peu et on est au Luxembourg. Et ça, c'était... Je regardais, j'étais là, oh, le ciel, regardez, le ciel, il est bleu. Je me rappelle très bien, le ciel, il est bleu, il y a de la soleil et il fait beau. C'est comme si je commençais à bouger mes mains et mon père, il a commencé à me demander, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je dis, est-ce que tu es sûr qu'on n'est pas mort et on est en paradis ou quelque chose? J'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie et que les gens que j'ai perdus, vous savez, le cœur mon ami qui m'a donné ce cœur, il était mort il y a une semaine. Au Luxembourg, j'étais 2 ans et demi. 2 ans et 2 mois presque, j'étais à Burscheid, dans la petite maison, et là, c'était bien. Et après, on est allé à Weinaba, là, dans le foyer. Je trouve que c'était bien au Luxembourg. La police est venue. Mon frère, il avait déjà parti pour aller à l'école. Moi, j'étais prêt pour partir et j'ai vu que la police est venue. Quelqu'un a frappé sur la porte. J'ouvris et là, il y avait 7 policiers et il a dit bonjour, nous on est de la police, on est venu vous chercher. Moi, je ne savais pas quoi dire. J'étais vraiment trop choqué. Je ne savais même pas où est-ce que je suis et je n'ai pas répondu. Après, quand je dis que un de mes frères il est parti, l'autre il était là dans son bête, moi, il m'a dit appelle ton frère. Moi, je ne savais même pas où est-ce qu'il est. Il m'a juste dit appelle ton frère. L'école de mon petit frère était juste à côté et la prof a entendu qu'il doit retourner. Elle est venue en courant. Elle a parlé avec le policier, mais pas de chance. On est parti le 23 novembre de Weinaba. Là, on était à centre de rétention et là, on était 3 jours. Un jour du matin, ils sont venus pour nous prendre et mettre dans un bus, tous là, et pour aller prendre l'avion. Et là, sur l'aéroport, on a attendu 1 heure. Et après, on est assis dans l'avion et tout de suite Monténégro.
ici au Monténégro, on est dans une maison de nos grands-parents et c'est difficile. Tout ça, ouf, j'ai envie de pleurer maintenant. J'aimerais finir l'école là. Ici, même si j'ai fini les facs, je vais pas trouver un travail. C'est difficile. Moi, je m'occuper de ma famille. Pour la maman, chez le docteur, avec le papa, chez le ministère et tout ça. J'étais à l'école, je jouais le foot et je m'occupais de ma famille. Je vois pas moi venir ici. Parce que le pays est belle et tout ça, mais si on ne part pas de Monténégro, on ne peut pas vivre. Si ça marche, je voudrais vraiment retourner à Luxembourg. J'avais des meilleurs amis. Maintenant, on fait l'école, mais on n'est même pas inscrit à l'école. On y va, mais pour rien. Cette année-ci, on a perdu. Quand je parle à mes amis ici, comment est-ce que j'étais à Luxembourg et maintenant, quand ils me voient où est-ce que je suis, ils disent mon pote, pourquoi t'as retourné? Personne ne me croit que j'ai dû retourner. ...1994, 95. Ich war 2,5 Jahre. Da erinnere ich mich, als wir losfahren wollten, habe ich einen kleinen Kuscheltier bekommen. Und wir sind über Sarajevo gefahren. Damals war noch Krieg. Aus dem Fenster konnten wir sehen, die Leute, wie sie rennen und wie die Angst haben. Ich habe lange nicht drüber nachgedacht. Die Soldaten standen überall. Ich fand die erstmal cool, als ich die gesehen habe. Dann habe ich es irgendwie gemerkt, dass die Leute umbringen und so. Als ich so größer geworden bin und habe ich versucht, nicht daran zu denken. Ich wollte es einfach vergessen. Mein Bruder ist in Luxemburg. Er war noch nicht geboren damals. Er fragt mich, erinnerst du dich an den Krieg und so? Ich war ganz klein, sage ich ihm, ich erinnere mich nicht. Es war so ein komischer Übergang. Ein Kind, das erstmal den Soldaten so cool findet. Danach hat er so sehr Angst, weil er weiß, dass andere Leute verletzt, dass viele kleine Kinder damals gestorben sind. Als wir in Deutschland waren, sind wir oft umgezogen.
aus einer Stadt in andere, aus einem Heim in den anderen. Aber trotzdem, es war schön. Weil da habe ich mich immer erinnert, ja, es ist super. Es gibt keine Soldaten, die mich verletzen können. Es gibt keine verletzten Kinder. Die Kinder leben gut. Dein einziges Problem ist einfach rausgehen, spielen. Mein Bruder ist in Luxemburg. Seit fast 4 Jahren ist er dort. Da habe ich erst angefangen zu studieren. Und er und meine Mutter sind nach Luxemburg gezogen. Sie wollten was einfach versuchen, dass denen besser wird. Dass der Familie besser wird. Weil keiner geht aus seiner Heimat, wenn es gut ist. Dafür braucht man Mut. Ich frage mich selber, ob mein Bruder in Luxemburg bleiben wird. Das will ich. Ich würde gern, dass er dort bleibt, weil es tut ihm gut. Ich sehe das. Es geht ihm besser, seit er dort ist. Als ich mal zu denen im Besuch war, da habe ich es gesehen, wie sehr Angst ein Kind hat. Und diese Angst gibt ihm die Mut, dass er alles aushält. Und dann habe ich einfach durch den Fenster die Polizei gesehen. Ich hatte für mich erstmal keine Angst. Aber als ich zu meinem Bruder gesagt habe, ey, das ist die Polizei, ich glaube, wir sollten weggehen, da habe ich gesehen, wie er sich erschreckt hat. Seine Trauma, der hat gezittert. Kein Wort hat er gefunden, etwas zu sagen. Sich so erschreckt, er kann nicht schreien, er kann nicht schreien, er kann nichts machen. Sein Gehirn ist einfach so von dem Angst programmiert, dass er einfach rennt. Das ist alles. Das war schon genug für mich, dass ich meinen Bruder sehe und meine Mutter, wie die sich fühlen. Die wollen es versuchen, 1 Stunde länger bleiben. Du haust irgendwie ab. Danach rannte ich. Wie ein Verrückter habe ich gerannt. Ich, mein Bruder und meine Mutter. Als wir uns in den Zug hingesetzt haben, klingelte das Handy. Wir hatten Angst, uns zu melden. Hey, hallo, bist du das? Die sind für euch gekommen. Vor Angst seid ihr leise. Und auf einmal jemand schreit auf Handy, die sind für euch gekommen. Aber ihr habt nichts gemacht, ihr wollt ganz normal leben. Ein normales Leben führen. So normal, wie es geht, wenn du nicht in deiner Heimat bist und nicht deine Familie siehst. Mon enfance, j'ai passé au Kosovo jusqu'à mes 14 ans. Quand j'étais plus petite, pour moi, c'est tout facile et tout bien. Mais dès que je commençais à grandir et dès que je commençais à comprendre certaines choses, j'ai vu que c'est une vie difficile et que c'est compliqué à survivre. Au début, quand on est arrivé ici, mon père, il a dit « Ne vous faites pas d'amis ici.
Et à la fin, on a vu que c'est vrai. Même les copines que j'avais, c'est pas vraiment des copines. J'avais certaines copines qui venaient, mais qui comprenaient de quoi il s'agit. Et à qui je pouvais expliquer pourquoi je vis là et comment ça se passe et pourquoi il faudrait faire toute la procédure comme ça pour rentrer chez moi. Toutes les personnes qui se trouvaient là, les familles, c'était surtout parce qu'ils cherchaient la meilleure vie, les meilleures conditions pour la vie et aussi à cause de la guerre. Or, s'il avait eu une guerre, elle était finie, mais il avait des conséquences. Moi, je m'occupe de tout. En fait, vu que j'étais à l'école, j'ai appris la langue. Alors c'était plus facile pour moi pour se débrouiller, vu que mes parents, ils n'ont pas trop appris la langue. C'était difficile pour eux parce qu'ils étaient déjà âgés et c'est difficile d'apprendre une langue étrangère. C'est moi qui s'occupais à gérer les documents, à faire traduire chez les médecins, chez l'avocat. Alors il fallait aller pour mes parents, pour mes voisins, pour leur aider parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Que les enfants qui savaient bien parler pour leur aider ce qu'ils ont besoin parce qu'il y avait vraiment des personnes qui avaient besoin de l'aide. Quand je suis à l'école, alors j'essaye de ne pas penser à ça, mais dès que je rentre à la maison, c'est à nouveau. Mais à l'école, vu que j'ai des copines, j'ai des amis et camarades de classe qui ne sont pas dans la même situation, même si je leur parle, ils vont me comprendre, mais pas tout à fait bien, parce qu'ils étaient jamais dans une situation comme ça. Actuellement, au Luxembourg, le revenu pour les réfugiés, c'est 25 € pour les adultes. Et pour les enfants, jusqu'à 18 ans, c'est 12,5 €. Et on touche aussi les bons d'hygiène. Sur le bon, c'est écrit qu'on peut acheter, c'est bizarre, mais il dit shampoing, savon, les couches pour bébé, rasoir. Il y a des trucs vraiment qu'on a aussi. Par exemple, le déodorant, c'était interdit de prendre, on ne pouvait pas. Du parfum non plus, pas de maquillage. Même la crème pour la dépilation, non, ça passe pas. Tout le monde sait que c'est écrit sur le bon. Une fois, je me sentais bizarre, mais c'était avec le bon pour matériel scolaire aussi. On recevrait un bon de 50 € pour le matériel scolaire en septembre. J'ai pris la graphuse et ils m'ont pas laissé prendre. Là, je me sentais mal. Par exemple, on n'a pas eu le droit d'avoir aucun appareil électrique dans la chambre. Même pas l'appareil pour café, non, rien. Parce qu'on a eu souvent des contrôles. Ils venaient comme ça dans la chambre. Bonjour, bonjour, tout d'un coup. Si c'est le père de famille, il peut être renvoyé dans un autre foyer, le foyer des hommes. Dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, combien ils lisent l'assistance sociale. Et il peut venir en visite chez les enfants et chez sa femme. Et là, c'est grave. En fait, on a le droit de rentrer au foyer 3 fois par mois après minuit. Si on a passé 3 fois, on a reçu une convocation et on peut être aussi déplacé dans un foyer. La plupart des gens, c'était des Serbies et des Kosovo. Et il avait un vol chaque 2e mercredi, je crois, pour Kosovo et pour la Serbie. Alors, les gens qui étaient débutés, parfois, ils sortaient du foyer mardi soir ou mardi matin et ils revenaient que le jeudi. Ils se cachaient. Mais parfois, ils nous font des surprises.
Il vient chercher les gens, par exemple, vendredi soir. C'est dur à voir. Pour obtenir le séjour, c'est un trajet épineux. On apprend beaucoup. Tout ce que j'ai fait ici, les efforts pour les études, pour avancer, pour la langue, pour avoir des bonnes notes, que tout un jour, ça va tout se casser. Et qu'on doit partir comme ça. Et que je reste sans rien, sans aucun diplôme, sans aucune possibilité de continuer la vie normale. Depuis qu'on a reçu le dernier refus, je pense à ça. Notre demande d'asile a été rejetée. J'ai 18 ans et je vis dans une chambre avec ma mère, dans une chambre de 9 mètres carrés. On est ici depuis 4 ans et ma mère, elle était presque morte au Monténégro. Et c'est pour ça qu'on est venu ici au Luxembourg, pour vivre mieux. Au Monténégro, on ne peut pas se soigner si on n'a pas d'argent. On n'a pas besoin d'aller chez le médecin si on n'a pas de cadeaux pour lui, parce qu'il ne va pas nous soigner, il va juste... Je ne sais pas vous expliquer comment c'était difficile pour moi. Monténégro, il est beau. C'est beau à voir. Mais à vivre, c'est pas vraiment bien. C'est pas bien du tout. J'ai un frère qui vit là-bas, qui est resté à Podgorica. Il essaie de faire ses études de droit. Oui, il est seul là-bas. C'est difficile pour lui. Pour nous aussi. Je suis dans une classe de technique générale. Là-bas, presque tout le monde me comprend. J'aime bien aller là-bas, à l'école. Parfois, j'ai pas envie de rentrer à la maison, de ma chambre. Après, quand je termine le 13e, j'aimerais faire des études pour être ingénieur. Ingénieur ou le prof. On est toujours avec les enfants et les enfants ils n'ont pas un cœur qui est périmé. J'ai beaucoup d'amis, mais la plupart d'eux ne savent pas que pour ma situation, que je suis un demandeur d'asile et que
Ça se remarque pas que j'ai pas de papiers. Je m'habille proprement. Il y a beaucoup de gens qui veulent m'aider. Il y a des gens qui veulent aussi compliquer, mais il y a aussi des gens qui me disent qu'est-ce qui va se passer si ça va pas marcher, si ça n'existe pas, ça va marcher. Avant, j'aimais la police. Maintenant, je sais pas, j'aime pas les voir maintenant parce que bon, c'est pas bien. Je dois me réveiller comme les dernières vacances chaque matin, 5 heures, parfois 4h30. On avait peur que la police elle vienne me chercher. Gagner les papiers, c'est comme gagner la vie et vivre mieux.